Je voulais commencer cette année 2025 par une vidéo top du premier trimestre de l'année. Il y a un petit peu de tout, il y a de l'horreur, du post-apo, de la romance, de l'humour et du roman de société. C'est parti. Au mois de janvier, j'ai fait une très bonne lecture, ça a été d'ailleurs mon premier coup de cœur de l'année. Il s'agit en fait d'un roman de l'autrice Violaine de Charnage. Une autrice que je voulais absolument découvrir en 2025 parce qu'elle est très réputée pour écrire des romans d'horreur qui fonctionnent très bien. J'ai lu du coup sur ce premier trimestre 2025 deux de ses bouquins. Et les deux ont été des lectures incroyables, dont un a été un coup de cœur. Ça a été vraiment le premier coup de cœur de l'année 2025. Et donc il s'agit du roman Un conte de neige et de sang, donc de Violaine de Charnage, partie 1. C'est un bouquin qui se découpe en deux parties. La partie 1 est sortie fin d'année 2024 et la partie 2, je pense, est prévue pour ce printemps ou en tout cas 2025, c'est sûr. Dans ce roman, on va suivre en fait tout simplement la réécriture du conte de Blanche-Neige. Ici dans une version très gore, très difficile, très horrifique et très sombre. Donc je tiens tout de suite à informer les lecteurs que ce livre est très graphique et très difficile parce qu'il va traiter de thématiques assez lourdes et assez compliquées. Et pour vous donner un résumé un petit peu de l'histoire, en fait, on va tout simplement suivre l'histoire de Blanche-Neige, de sa petite enfance à son adolescence dans cette première partie. Et on va très vite comprendre en fait que Blanche-Neige, elle n'a pas une enfance très facile. Je vais pas en dire plus parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce bouquin. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se déroulent et qui se déroulent de manière assez vite. Donc tout s'enchaîne très rapidement, le rythme est là, le rythme est très bien mené, l'autrice arrive à nous embarquer dans son univers. En fait, la plume de Violaine de Charnage est assez simple, je vais dire ça, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est vrai que l'écriture est assez simple, mais ça fonctionne parce que le rythme est là. On est embarqué directement dans l'histoire de Blanche-Neige, on veut savoir comment ça va se passer parce que la pauvre, elle vit des trucs vraiment pas cool et on a envie de l'encourager et de savoir où va mener cette histoire, si ça va être de pire en pire ou si elle va s'en sortir. Enfin, c'est très prenant. Et il faut savoir que l'écriture de Violaine de Charnage est très incisive, très crue. Il y a des scènes, je le répète, très difficiles. Donc franchement, c'est pas fait pour tout le monde. Je pense que beaucoup n'aimeront pas ce genre de livre. Après tout, c'est un bouquin d'horreur, hein, donc c'est pas du tout fait pour tout le monde. Mais néanmoins, je trouve que l'histoire est assez prenante que pour plaire. Donc c'est pour ça qu'il apparaît dans mon top de l'année 2025, parce que c'est déjà un premier coup de cœur. Et ensuite, je pense que voilà, le rythme et l'histoire pourraient quand même plaire à bon nombre de gens. Donc il apparaît dans mon top du premier trimestre de 2025. Ensuite, comme deuxième lecture, j'ai décidé de vous présenter en fait un livre que j'attendais avec grande impatience, puisqu'il s'agit en fait de la suite du roman Dans la forêt de Jean Eglant, que j'ai lu il y a de ça, je dirais 6-7 ans à peu près, et qui avait été un véritable coup de cœur. Et l'autrice a sorti la suite, le tome 2, et ça a été un véritable coup de cœur aussi. Donc c'est pour ça qu'il apparaît dans mon top 2025. Donc il s'agit de Le temps d'après de Jean Eglant, donc c'est toujours chez Gallmeister. Donc Dans la forêt était aussi sorti chez Gallmeister. Et donc dans ce roman, je vais pas trop vous raconter l'histoire du temps d'après parce que ça spoil beaucoup le tome 1 et surtout la finalité du tome 1. Mais dans le tome 1, pour vous expliquer un petit peu, on suit en fait deux personnages, deux jeunes sœurs qui ont 17 et 18 ans, qui s'appellent Eva et Nell. Elles vivent en fait dans un monde post-apocalyptique où les ressources manquent cruellement, où en fait les habitants, la population ne fait que essayer de survivre avec le peu de ressources qu'il leur reste. On ne sait pas trop si c'est dû à une maladie ou à un changement climatique ou une guerre ou ce genre de choses, mais toujours est-il que le monde est complètement parti en vrille et que chacun essaie un petit peu de survivre de son côté. Et donc dans le tome 1, on suit voilà, ces deux sœurs, Eva et Nell, qui essayent tant bien que mal de survivre et vont se passer plein de choses. Elles vont rencontrer des gens bienveillants, d'autres beaucoup moins, enfin bref. Et on va suivre un petit peu tout ça.
et j'avais adoré, j'avais trouvé ça vraiment juste incroyable. Et donc le tome 2 est sorti début 2025 en fait. Donc j'étais vraiment très impatiente. Pour vous résumer un petit peu, sans en dire de trop sur ce bouquin, on se trouve en fait 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, où on suit toujours nos deux sœurs Eva et Nell, qui ont évidemment grandi. Et on suit également un troisième personnage qui apparaît à la fin du tome 1 de Dans la forêt, mais je ne vais pas vous dire de qui il s'agit parce que ce serait encore une fois spoiler la finalité du tome 1. Et on va suivre ce personnage 15 ans plus tard, aux côtés d'Eva et Nell. Tous ses questionnements, tout son chemin de vie vont être exploités dans ce livre. On est toujours dans cette ambiance post-apocalyptique, survivaliste, etc. Et c'est justement ça qui m'a plu parce que j'ai vraiment retrouvé la plume de Jean Egland dans ce tome 2 qui avait déjà su me combler dans le tome 1. Et donc, j'ai trouvé évidemment cette histoire magnifique. Il se passe pas grand chose, ça c'est vrai qu'il y a très peu d'action en tant que telle, mais il se passe quand même des choses. Mais c'est vrai que c'est un rythme lent, il y a beaucoup de descriptions, il y a beaucoup d'explications sur le mode de vie de ces gens en fait qui vivent dans un monde où tout a éclaté, tout est parti en vrille. Donc c'est vrai que ça peut être un peu déroutant et ça peut ne pas plaire à tout le monde, ça je le conçois très bien. Mais avec moi ça a complètement fonctionné, donc si vous aimez les romans post-apocalyptiques mais plus orientés survivalistes, avec une ode à la nature qui est vraiment bien présente, franchement je vous le conseille. J'ai cru comprendre que un tome 3 allait peut-être sortir. Et je suis pas très emballée à l'idée qu'un tome 3 sorte, honnêtement. Parce que je trouve qu'ici, le tome 2 finit très bien l'histoire, même si évidemment, il ouvre une autre porte vers une troisième histoire. Mais pour moi, les deux tomes sont largement suffisants. Je pense qu'un tome 3, ce serait peut-être un petit peu tiré sur la corde. Donc, je suis pas réticente à 100%, mais à voir. À voir. On passe à la troisième lecture coup de cœur du premier trimestre 2025 et c'est de nouveau un Violaine de Charnage avec cette fois-ci Les entrailles de l'horreur, donc toujours en auto-édition. On va suivre en fait Mandy qui est une jeune femme de 19 ans qui est enceinte. Elle est enceinte et elle ne souhaite pas garder cet enfant. Donc elle se rend dans une espèce de planning familial, un centre qui pratique les IVG. Et donc elle s'y rend. Et elle va soudainement se faire agresser à l'entrée de ce centre et va se réveiller complètement enchaînée, prisonnière dans une maison tenue par un couple qui s'appelle Cherry et Terence. Et Cherry et Terence, en fait, vont tout simplement la séquestrer pendant toute sa grossesse parce qu'ils sont anti-avortement et qu'ils veulent à tout prix que Mandy mène sa grossesse à terme pour récupérer et sauver cet enfant qui n'aurait pas dû mourir. Voilà, j'en dis pas plus parce que l'histoire ne s'arrête pas là. L'histoire continue après, prend un autre tournant et part dans autre chose aussi, donc voilà, ça ne parle pas que de cette histoire. J'ai adoré, c'était hyper barré. De nouveau, on retrouve l'écriture de Violaine de Charnage qui est hyper incisive, hyper graphique, hyper descriptive, hyper gore. Ça part un peu dans tous les sens, mais encore une fois, c'est hyper bien rythmé. Violaine de Charnage sait vraiment écrire des bouquins d'horreur, hein. Franchement, là, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est hyper qualitatif, ça se lit très vite, les chapitres sont très courts. Franchement, elle nous plonge dans son univers dès le début. Et moi, j'ai adoré, en fait. Alors évidemment, de nouveau, il faut avoir le cœur et l'estomac accrochés, mais c'est de l'horreur, c'est du gore, donc on sait un petit peu dans quoi on s'embarque. Mais c'est clair que si vous n'aimez pas ça, ben ne le lisez pas, hein, ne le lisez pas du tout. Mais pour les curieux qui voudraient tester un petit peu la plume de Violaine de Charnage et tester des bouquins d'horreur, franchement, moi je vous conseille celui-là parce que c'est une petite pépite, quoi. Donc j'ai tout simplement adoré, j'ai rien d'autre à dire, j'ai vraiment adoré. J'ai quand même lu un bouquin un peu plus rafraîchissant et humoristique, donc pour le coup, on va partir dans autre chose. Il s'agit de Cucu de Camille Emmanuel. Alors oui, le titre est assez cocasse, on va dire ça comme ça. C'est un bouquin en fait que j'avais découvert en fait lors d'une retraite de lecture. J'ai fait une retraite de lecture fin du mois de février où j'ai rencontré des lectrices
hyper sympa avec qui on a beaucoup papoté, on a beaucoup lu, on a beaucoup partagé sur nos lectures. Et une des participantes de la retraite avait embarqué ce bouquin pour la retraite de lecture et il me faisait beaucoup envie. Donc je lui ai dit, bah écoute, si tu le lis pendant la retraite, je serais vraiment curieuse de connaître ton avis en fait. Chose qu'elle a faite, donc elle l'a lu en 24 heures, c'était plié. Et elle a beaucoup aimé, donc du coup, ben, je l'ai acheté. Voilà, je l'ai acheté. Et j'ai adoré aussi. Donc voilà, donc ça a vraiment bien fonctionné avec moi aussi. Alors, Cucu, de quoi ça parle? De quoi ça parle? Eh bien, on va rencontrer Marie. Marie qui est une enseignante, une professeure de français dans un lycée. À côté de ça, elle écrit aussi des histoires, des romances un peu érotiques, voilà, pour un petit peu arrondir ses fins de mois et mettre du beurre dans les épinards. Sauf qu'un jour, son éditrice va venir la voir et va lui dire, bon écoute, t'es gentille avec tes histoires un peu cucu. Nous, ce qu'on veut, c'est de la dark romance. Parce que la dark romance, ben, c'est vendeur. Ça fonctionne très bien en ce moment. Les jeunes filles s'arrachent des bouquins de dark romance. Elles veulent de la dark romance. Donc, il faudrait que ton récit soit un peu orienté, un peu plus sombre, un peu plus violent. Voilà. Sauf que Marie, elle n'est pas du tout dans ce délire-là. Pour elle, la dark romance, elle trouve ça hyper toxique. Voilà, elle veut absolument pas faire ça. Donc un soir, elle est en train de bosser sur son récit et elle décide de tuer son personnage principal, tout simplement. Voilà, elle le tue, elle ferme son ordinateur et elle va se coucher. Sauf que le lendemain matin, lorsque Marie se réveille, elle retrouve le personnage de son roman, qu'elle vient de tuer la veille, avachi dans son canapé. Voilà. Donc c'est complètement barré, hein, comme vous pouvez le comprendre de par le résumé, c'est complètement barré, mais c'est bourré d'humour. C'est très frais, ça se lit tout seul, franchement en 24 heures il est lu, donc ça s'avale tout seul, c'est génial. Les chapitres sont courts, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de références à la pop culture, et surtout bah, évidemment on va beaucoup parler de la thématique de la dark romance, de l'envers du décor des maisons d'édition, qui parfois nous font comprendre dans ce roman que les maisons d'édition prennent un petit peu les auteurs et autrices pour des cons, hein, voilà, on va pas dire autre chose. Ce roman dépeint très bien cette problématique qui est très actuelle, hein, évidemment. Et j'ai adoré, franchement j'ai adoré parce que c'est écrit avec beaucoup d'humour, beaucoup d'amour aussi, évidemment ça reste une romance, donc on se doute qu'il y a il y a une voire des histoires d'amour qui sont exploitées à l'intérieur. Mais franchement, si vous avez envie de lire quelque chose de très marrant, de pas prise de tête du tout, de très humoristique et de très, comment dire, un peu acide, franchement, je vous conseille Cucu parce il est vraiment très bon. Enfin, en tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. Ça fait du bien et ça fait plaisir de temps en temps de lire ce genre de bouquin un peu plus frais, un peu plus léger, quand on vient de se taper deux Violaines de Charnage hyper lourds, quoi. Je conclus évidemment ce top du premier trimestre de l'année 2025 par un roman un peu plus, je dirais pas, oui, sombre, parce que la thématique est quand même pas très gaie, on va pas se le cacher, mais qui pousse un peu plus à la réflexion. C'est un bouquin qui avait aussi été exploité durant la retraite de lecture à laquelle j'ai participé. Il s'agit de Chienne de garde de Dalia de la Cerda, qui est une autrice mexicaine et qui va évidemment nous dépeindre ici dans ce roman de société les conditions de vie et la place de la femme mexicaine dans ce pays qui n'est vraiment pas rose du tout. Ici, Dalia de la Cerda le fait au travers de différentes nouvelles, en fait c'est un recueil de nouvelles, mais un recueil de nouvelles qui a un fil rouge puisque les différentes femmes qui sont exploitées dans ces nouvelles sont liées les unes aux autres. Donc on a vraiment toute une trame commune dans ces différentes nouvelles. Et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant avec ce roman. Daniel de la Cerda nous dépeint des thématiques très lourdes, hein, parce qu'on va parler de drogue, on va parler d'agression, on va parler de meurtre, on va parler de narcotrafiquants, enfin des choses vraiment pas gaies du tout, mais qui sont la réalité de ce que vivent les femmes mexicaines à l'heure actuelle au 21e siècle. Hein. Donc c'est vraiment un phénomène de société dont il faut parler. C'est vraiment une lecture intéressante et que j'ai aimé faire parce que, bon, pour être honnête, moi le Mexique, je connais pas plus que ça le pays. J'ai toujours cru comprendre que ben, c'est un pays qui, niveau sécuritaire, c'est pas le top, surtout en tant que femme.
Et ce bouquin est vraiment l'illustration même de ce que vivent les femmes au quotidien au Mexique. J'ai beaucoup postité ce bouquin parce que je l'ai trouvé hyper intéressant, hyper lourd, hyper dur, mais très intéressant. Et à la fin, une phrase, un petit paragraphe m'a beaucoup marqué, que Dalia de la Cerda indique un petit peu en conclusion de son œuvre. Donc elle nous dit: le Mexique est un énorme monstre qui dévore les femmes. Le Mexique est un désert fait de poudre d'os. Le Mexique est un cimetière de croix roses. Le Mexique est un pays qui déteste les femmes. Voilà, c'est une bonne lecture, même si... Enfin, c'est une très bonne lecture, hein. Ça frôle le coup de cœur, mais j'ai trouvé ça vraiment... très important à faire comme lecture. Donc franchement, si vous êtes intéressé de découvrir un petit peu l'envers du décor du Mexique et surtout de ces femmes mexicaines et de leur quotidien, franchement, je vous invite à vous pencher là-dessus parce que pour moi, ça vaut vraiment la peine. Voilà, on a fait le tour. Franchement, j'ai fait des très bonnes lectures pour ce premier trimestre 2025. Je suis franchement contente de ce que j'ai fait comme lecture et j'espère que le deuxième trimestre sera tout aussi qualitatif parce que franchement, j'ai eu des lectures pas ouf du tout, mais j'ai eu aussi des très bonnes lectures. Donc au niveau balance, on est bon. Donc franchement, je suis plutôt contente de moi. J'espère que ce petit top date lecture vous aura fait plaisir. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à le tourner, donc pour moi c'est le principal. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour sans doute un nouvel update lecture ou une autre vidéo thématique. Voilà, bisous!